Dans cet épisode du balado compte complet. C'est sûr qu'il va falloir que tu étires un petit peu tes lanceurs partants. Ouais. Tu sais, dans le match numéro 5, Cleveland, tu sais, Matt Boyd, 2 manches lancées, ça aurait pu jouer un tour. Il a fallu demander 6 retraits pratiquement à Emmanuel Classé. Alors, il y a des choses à surveiller à ce niveau-là. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. On est rendu aux séries de championnat de la Ligue américaine et il en sera question lors de notre balado Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. Mark, rapidement, les 2 séries ont pris fin. Les Yankees, sans surprise, ont disposé des Royals de Kansas City. On s'est bien battu du côté des Royals. On a fait un peu ce qu'on avait à faire dans le sens où on a privé les Yankees de points. On n'a pas marqué tant que ça chez les Yankees, même si ça ne s'est pas passé de la façon dont moi je l'aurais pensé, c'est-à-dire les partants n'ont pas été si dominants que ça pour Kansas City. Drôle de série, effectivement. Je pense que la logique a été respectée, mais effectivement, ça ne s'est pas fait de la manière dont on pensait. Les lanceurs des Royals, effectivement, étaient une des grandes forces, tout comme la présence de Bobby Witt Jr. et de Pasquantino. On les a maîtrisés. Les lanceurs des Yankees ont très bien fait à ce niveau-là. Je trouve pas, par contre, que les Yankees s'en vont en série de championnat en disant on a tout réglé nos problèmes en attaque. J'ai vu des bonnes présences de Stanton, entre autres choses. C'est lui qui s'est démarqué, certes, en attaque. Ça peut débloquer, mais c'est une série, comme j'ai mentionné, qui a respecté la logique, juste par le fait que si on avait à maîtriser une couple de gars du côté des Royals, dont Bobby Witt et Pasquantino, ça allait donc amener les Yankees à remporter cette série-là. Puis ce fut le cas. Puis Cleveland, bon, numéro 2. On a la logique, Yankees-Cleveland, ça a pris 5 matchs, ça a tout pris, Marc, l'attaque a finalement débloqué en fin de 8e manche dans le match numéro 4. C'est là le match s'est joué là, avec le circuit de David Fry, le contre les Tigers, qui ont, regarde, félicitations Tigers, là, on ne s'attendait pas du tout à les voir là cette année, mais je pense qu'on a frappé plus fort quand même. C'est quand même à coup de circuit qu'on l'a réussi, c'est-à-dire que les coups de circuit, bon, Lane Thomas dans le premier match, Fry dans le match numéro 4, Thomas qui revient avec son grand chelem, alors que Kerry Carpenter, rappelle-toi, sur un circuit de 3 points. Alors c'est important, ces circuits-là ont vraiment tourné cette série-là de côté. En fait, le circuit de David Fry, tu l'as mentionné, je pense que ça a été le plus gros là, pour... alors que les Tigers s'emmenaient avec une avance en tard dans le match. Mais chapeau à l'organisation des Tigers. Ouais, je vais dire, tu sais, les gens me demandaient comment tu peux décrire l'organisation des Tigers actuellement. Bon, la magie qu'ils ont créée en fin de saison, qu'ils ont poursuivi en série. Mais Alain, c'est vraiment, là, si tu regardes en plus les masses salariales de ces équipes-là, à quel point on a travaillé en équipe. Ça a vraiment été un travail d'équipe. Chapeau à AJ Hinch. On s'en va dans la bonne direction. Est-ce qu'on va retourner en série l'année prochaine? Loin d'être sûr. Mais je pense que là, il y a quand même, on a comme intégré, hey, on peut gagner. C'est une attitude là, qu'on peut faire des choses. Alors, chapeau aux Tigers. Mais tu l'as dit, la logique a été respectée dans cette série-là aussi. Juste la relève des Guardians face aux Yankees, ça va déjà donner une meilleure opposition, selon moi, aux Yankees de New York. Bon, ben justement, on va parler de cette série-là qui s'en vient entre Cleveland et les Yankees. On ne pourra pas fonctionner avec cette relève-là pendant un... il y a eu plusieurs journées de congé dans les 2 séries de la Ligue américaine, ce qui a permis un certain repos, mais pas... Tu commences avec 2 matchs, repos, et là, 3 matchs de suite. On ne pourra pas utiliser nos releveurs dans chacun des 5 premiers matchs, ou même dans les 7, si jamais. Ça s'est déjà fait, mais on n'est pas à la même époque. Là. Non. Puis là, c'est un 4-7, tu l'as dit. C'est pas la même chose aussi. Un seul congé entre match 2 et 3, et par la suite, 3 matchs de suite. Alors, c'est sûr qu'il va falloir que tu étires un petit peu tes lanceurs partants. Dans le match numéro 5, Cleveland, Matt Boyd, 2 manches lancées. Ça aurait pu jouer un tour. Il a fallu demander 6 retraits pratiquement à Emmanuel Classé. Alors, il y a des choses à surveiller à ce niveau-là. Mais bonne série en perspective. 2 bonnes équipes. Si l'attaque des Yankees arrivait dans cette série-là, Alain,
avec, bon, tu sais, Judge en pleine possession de ses moyens, Soto qui va bien, je me dirais, écoute, là, net avantage aux Yankees. Je suis pas si certain que ça. Avantage Yankees, assurément, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu de Torres dans la série. Torres qui a été quand même bon comme premier frappeur. Je pense que Stanton a retrouvé son élan. Volpe a eu de bien meilleures présences au bâton. Mais ça va prendre tout le monde, Alain. Tu peux pas, là, sur une série 4-7 en série de championnat, te fier seulement à 2 ou 3 gars. Là. Du côté... la relève des Yankees de New York, on n'a pas la profondeur des Guardians. Les Guardians ont été exceptionnels. En fait, c'est presque une saison historique pour l'ensemble du personnel de releveur. Mais là, chez les Yankees, on a mentionné une des faiblesses, c'est peut-être de la gauche. Et il y a plusieurs bons frappeurs qui viennent de la gauche. Kwan est gaucher. Naylor, qui a été plutôt discret dans la série contre les Tigers, est gaucher. Là, on l'a mentionné, Tim Hill et Meza, c'est 2 joueurs qui ont été remerciés par leur équipe parce que ça allait pas bien. Puis c'est pas parce qu'on était avec des grosses équipes là, dans l'un et l'autre des 2 cas. Est-ce que J'ai l'impression qu'il faut que les Guardians profitent de cette situation-là si on va aller plus loin. Moi, c'est un des aspects, je regardais ça, puis j'ai dit, oups, il manège que j'aurais pu rajouter. Bref, il y a peut-être une vulnérabilité du côté des Yankees de ce côté-là. Absolument. Et si on avait à cibler un aspect qui est une faiblesse, on va se dire, chez les Yankees, c'est bien celle-là. Tu sais, je veux dire, Meza n'a pas été mauvais dans les dernières années, mais cette année, ça a été très difficile. Hills, c'est un bon releveur, mais tu sais, c'est un frappeur. Tu sais, c'est pas une manche complète. Et effectivement, moi, j'ai adoré ce que j'ai vu de Steven Kwan. Tu parles d'un premier frappeur, lui, c'en est un vrai. Et on gagne la série sans vraiment l'apport de Josh Naylor. Et on pourrait même dire qu'Osier Ramirez a été tranquille. Alors, si on peut dire la même chose des Yankees, si jamais Judge se réveille. Mais oui, si tu analyses la défense, j'aime beaucoup ce que j'ai vu de Cleveland. Kwan au champ gauche a effectué des jeux brillants. Même Noël au champ droit a fait des jeux brillants. Fait que la défense, c'est intéressant. Mais l'aspect des lanceurs gauchers en relève chez les Yankees, ça peut être intéressant. Le départ de Carlos Rodon va être important. En étant gaucher, c'est là qu'on va peut-être pouvoir étouffer un peu cette menace-là, malgré que, regarde, avec Terex Coble, on a réussi à marquer dans le dernier match. Alors, ça va être une bonne série, pas mal plus série. On disait que les Yankees, avec l'élimination des Astros et des Orioles, oui, ils ont un chemin vers la série mondiale. Là, par contre, sans dire que les Royals n'étaient pas de taille, là, on affronte une bonne équipe de balle, celle des Guardians. Oui. Ben, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va peut-être être amputé d'un lanceur ou 2 dans le premier match, Marc. C'est pas impossible parce qu'ils ont été taxés au cours des... Même si on a eu 2 journées de congé, là, entre 4 et 5, puis entre 5 et le premier dans le voyage à New York. J'ai hâte de voir comment ça va se faire, tout ça. Est-ce que Gavin Williams sera finalement sollicité? Il a beaucoup d'étoffes, Marc. Moi, j'aime la relève. Il y a des joueurs qu'on n'a pas étudiés chez les Guardians qui peuvent faire le travail. Moi, c'est un aspect qui ne m'inquiète pas. C'était une force cette année chez les Guardians. Je sais qu'on a lancé beaucoup. Tu as parlé des 2 journées de congé. Ça aussi, ça peut avoir un impact important. Mais il va falloir exploiter cette force-là. Est-ce que Nick Sandlin pourrait être ajouté? Lui qui n'a pas été dans la formation des 26 joueurs. Pedro Avila qui n'a pas été si mal, qui emmagasinait quelques manches. Donc, c'est pas impossible. Ben, non seulement ça, Alain, mais je regarde comment Steven Voigt a joué avec son banc. Il n'a pas utilisé beaucoup. Là. Mais Schneemann, on ne l'a pas vu. Par exemple, il y a 2 ou 3 joueurs qui n'ont pas joué. Donc, moi, je pense qu'on va ajouter un lanceur à la formation dans la série face aux Yankees. Oui, c'est ce que je pense qui va arriver aussi. C'est le temps de la question de la semaine qui vous est présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de voitures classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Donc, la question, les Yankees sont favoris. C'est pas compliqué, là. Est-ce que vous croyez aux chances de Cleveland de créer une surprise? Et elle serait de taille. Donc, vous envoyez votre réponse. Vous pouvez aller sur notre site internet complecomplet.com ou encore sur notre site de la page Facebook. Alain, c'est le moment de vous rappeler notre commanditaire principal, Plan de match, boutique de baseball. C'est à Boucherville. Alors, pour le baseball, vous voyez les merveilleux gants, cage de frappeur, cours privé, boutique en ligne. C'est la place de choix, donc, pour votre équipement de baseball. Je vous rappelle aussi la meilleure façon de nous écouter ou de nous regarder, passez par notre site Internet. Tous les liens sont là, www.comptecomplet.com.
La seule équipe parmi les 4 équipes favorites pour se rendre en série de championnat qui s'y rend, ce sont les Mets de New York. Ils ont déjoué tous les experts cette année. Et peut-être même la direction. On s'en rappelle l'année passée, plusieurs transactions ont été effectuées. Bon, c'est correct, on se prépare pour 2025. Puis là, ils sont mis à gagner. Marc, de façon surprenante, avec une attaque dévastatrice en milieu de saison. C'était la meilleure du baseball majeur, alors qu'on joue dans un stade qui ne les favorise, mais pas du tout. On a commencé à y croire. Quelques acquisitions judicieuses avant que la saison commence, Marc, avec l'argent qu'on a économisé, parce qu'on a économisé, même si on paye quand même Scherzer et Verlander, on a économisé quelques sous. Ça nous a permis de faire l'acquisition de quelques vétérans, des Severino, Manaea, Quintana. Et ma foi, ça a été payant pour les Mets de New York en série. On a battu les Phillies de Philadelphie. Et parlons-en de cette série-là, Marc. Est-ce une surprise tant que ça quand tu considères que les Phillies ont fini la saison? Les 100 derniers matchs, là, on a joué pour 500. Moi, je pensais, Alain, vraiment que si une équipe pouvait profiter du fameux repos entre la saison et évidemment, les équipes qui ont le fameux bail, c'était les Phillies. Justement, pour éliminer le fait, on a juste joué 500 au cours des 100 quelques derniers matchs, régler des petites choses physiquement, il y avait des petits bobos de joueurs clés. Et là, on s'est arrivé en forme pour la série. Puis ce qu'on a à retenir, et je retiens vraiment ce que les joueurs des Phillies ont mentionné, c'est qu'on s'est fait battre par une meilleure équipe que nous. Le vent dans les voiles. Écoute, Pete Alonso s'est avéré, évidemment, avec son fameux circuit face aux Brewers en fin de rencontre. Là, il s'est avéré vraiment une menace. Lindor a poursuivi sur son excellent travail. Nemo a été très bon en attaque. Alors, soudainement, la confiance, elle était présente. Et c'est le genre d'équipe cette année, Alain, que tu tires de l'arrière tôt dans le match ou tard dans le match, ça n'a même pas semblé déranger cette équipe-là. Ça, c'est dangereux. C'est une équipe extrêmement dangereuse à ce niveau-là. Et on a bien lancé contre les Harper, contre les... Tu sais, Schwarber a frappé un circuit dès la première présence. Il n'a rien fait par la suite. On a fait nos devoirs chez les Mets de New York, en plus, évidemment, de créer cette magie, cette confiance. Ça non plus, ça ne sera pas une série... tu sais, les gens vont regarder ça, vont dire hey, les Dodgers vont traverser les Mets. Je pense que là, on va avoir du vrai baseball. Et les Mets, ça va se poursuivre. Lindor, Alain, tu vas l'arrêter comment, là? Frappeur ambidex, frapper des gros coups sûrs des deux côtés. Moi, j'aime ce qu'on a créé chez les Mets de New York. Oublie pas Mark Vientos, qui a connu toute une série contre. On pourrait en nommer quelques-uns d'autres, absolument. Bon, Marc, écoute, avant de passer Dodgers, Padres, rapidement, je veux qu'on s'arrête sur ce fameux congé. Là, ça a failli être 6 sur 6 dans la Ligue nationale. Les 6 équipes qui avaient gagné la première série, qui ont battu les équipes qui étaient favorites dans la deuxième. Moi, je pense qu'on en a fait beaucoup de cas. Personnellement, quand tu analyses chacune des séries, tu te rends compte que les équipes qui ont perdu étaient peut-être dans le trouble avant que la série commence. Moi, je pense aux Dodgers de façon précise, puis ça en passait proche qu'ils perdent, puis ça n'aurait pas été une si grosse surprise s'ils avaient perdu contre les Padres, à mon sens. Bref, moi, je pense qu'on en a fait beaucoup de cas. Écoute, je ne sais pas la façon que tu analyses ça, mais tu as bien parlé des Phillies. Bon, ils sont fait battre par une meilleure équipe, puis ils sont arrivés en série. C'est une équipe de 500 depuis les 3 derniers mois. L'échantillon était quand même large. Moi, je vais te dire, Alain, je sais que lorsqu'il était dans une bonne séquence, tu vois bien la balle, tu n'en veux pas de journée de congé, j'en suis totalement conscient. Mais tu mentionnes aussi souvent que le congé, t'aimes ça de l'avoir. Puis surtout après 162 matchs, tu sais, d'avoir un congé, parce que tu veux amorcer une série. L'équilibre est où entre les deux? Bon, mais c'est ça. Alors, tu sais, moi, je pense que la formule n'est pas mauvaise. Je comprends les statistiques, mais c'est beaucoup plus comment tu arrives en série. Tu sais, et je veux dire, tu sais, il n'y a pas moyen vraiment de calculer ça, outre le fait de regarder le résultat, tout ça, mais j'ai l'impression que la logique a quand même été respectée dans cette année en 2024, même si, parce que regarde, Baltimore était à plat depuis un bon bout de temps. Y a les Astros qui auraient pu, mais écoute, la magie des Tigers a juste opéré pendant presque pratiquement 2 séries. Là. Les Astros sont tombés sur la meilleure équipe depuis le milieu du mois d'août. Ça se pouvait que ça arrive. Ça. Exact. C'est pour ça que moi, je pensais que la seule équipe,
pour la seule, mais certes que les Phillies allaient en bénéficier. Ouais. Et même en écoutant le commentaire des gars, ils disaient, écoute, là, cette année, on a trouvé le moyen de partir très fort. Rappelle-toi, les Phillies qui avaient l'habitude de partir très lentement. On a parti très fort. Meilleure équipe du baseball pratiquement avant la pause du match des étoiles. Ouais. Là, ça s'est gâté après ça par la suite. Alors, moi, j'ai toujours cru le fameux momentum. Là. Il faut. Tu peux pas dire, OK, la saison se finit, on commence une nouvelle saison par la suite. Ça marche juste pas comme ça. Ça s'est avéré. Padres, Dodgers, rapidement, Marc. Moi, j'avais choisi les Padres. Ça a passé proche. Ouais. Donnons le crédit aux Dodgers, Marc. Je pense qu'on donne pas assez de crédit à cette organisation-là pour former des lanceurs qui viennent de nulle part et qui font du bon travail en relève, principalement. Les Yankees, c'est un peu la même chose. On parle des passeurs du portefeuille, mais d'aller chercher des joueurs pas connus, parce que c'est ça qui est arrivé. Là, je veux dire, les partants, dans le 4e match, c'était un défilé de releveurs. Dans le 5e, Yamamoto était bon, mais pendant 5 manches. Il a fallu combler les 5 dernières manches. Je pense que les Dodgers, en tant qu'organisation, on a très, très bien préparé nos joueurs. Oui, en effet. Puis, il y a eu la part de quelques... Bon, évidemment, on connaît le trio là, avec Ohtani, Betts et Freeman. Et Betts s'est réveillé au bon moment. Betts s'est réveillé finalement. Il y a un gros circuit tôt dans la série de show Ohtani. Ça a été plus tranquille par la suite. Mais tu avais l'impression que les Padres avaient bâti leur équipe pour battre les Dodgers, puis on n'a pas été capable de le faire. Écoute, ça a été quoi, le 24 manches sans marquer de points pour les Padres. Alors, donnons crédit aux lanceurs des Dodgers qui semblaient être leur faiblesse en amorçant la série. Écoute, Dave Roberts fait du bon travail. Je sais que c'est un des gérants qui, on travaille en équipe chez les Dodgers. Il le dit lui-même. Oui. Mais là, moi, je trouve que les Dodgers sont bien équipés pour affronter les Mets de New York, mais ça sera pas évident. Bravo aux Padres. Je pense qu'on a... Mais les Padres, il aurait fallu achever ça à domicile. Moi, lorsqu'on a forcé le 5e match à Los Angeles, là, ça devenait un peu plus difficile. On est très arrogant chez les Padres. C'est correct. J'ai pas de problème avec ça. Mais il faut trouver une façon de passer au travers des Dodgers. Et là, on n'a pas réussi à le faire encore cette année, malgré une très, très bonne équipe. Je vais juste questionner un peu le choix de Dylan Cease de lancer dans le match avec 3 jours de repos. Remarque que, Yu Darvish a été très bon dans le match, dans le match numéro 5. Mais on a tiré de l'arrière. Écoute, ça a été un match à sens unique dans le 4e à San Diego. Mais c'est ça, la beauté du baseball, Alain, c'est ça. C'est des revirements, c'est des probabilités qui font pas de sens, des circuits de joueurs qu'on s'attend pas. Je pense que là, on voit la beauté de ce sport-là dans les séries de la sorte. Oui, puis autour d'un breuvage quelconque, on peut remettre en question les décisions des gérants. Regarde, ça ça va être constant, puis encore plus avec les décisions. Bon, il y a une série, Ligue nationale, entre les Mets et les Dodgers. New York, Los Angeles, ça a toujours été une rivalité qui date, peu importe qui porte le chandail de New York ou qui porte le chandail de Los Angeles. Les lanceurs partants, avantage Mets. Bon, on va le dire tout de suite, là, de ce côté-là. Est-ce que les Mets sont assez convaincus pour dire, ils vont passer à travers les Dodgers? Les Dodgers, là, regarde, Kike Hernandez, quand les séries commencent, là, encore une fois, son coup de circuit, ça a été le coup sûr le plus important, probablement, de toute la série. C'est pas un frappeur de puissance, mais se retrouve en série avec une douzaine de coups de circuit déjà. Ils connaissent le tabac, les Dodgers, en série. Écoute, vite de même, je pense qu'il va y avoir un avantage Dodgers. Mais comment parier contre la magie des Mets? C'est ça qui est moi, je pense une série qui va être très longue. Ça se finira pas en 5, cette affaire-là. J'ai l'impression que ça va aller assez... parce que on a des forces de chaque côté. On a évidemment des faiblesses de chaque côté. Comment on va les exploiter, on verra bien. Mais moi, je m'attends à ce que les Mets poursuivent. C'est-à-dire qu'on ne lâchera pas. Parce que j'aime des Mets, comme j'ai mentionné tantôt, on tire de l'arrière tôt ou tard. On va tout donner. Évidemment, si Lindor joue comme il a joué, si Pete Alonso continue de frapper des circuits opportuns, Vientos qui a été excellent, tu l'as nommé tantôt, on a une bonne équipe. Moi, je vais te dire, là, je m'attends à une longue série. Ouais. Je suis pas si certain, et la raison pour laquelle je dis ça, c'est la relève des Mets qui m'inquiète. Et je suis pas sûr que les partants des Mets vont lancer assez de manches pour être capables de lancer des manches de qualité. Des Dodgers, c'est le même constat, Alain, par exemple. Qui va lancer des manches comme partant, là? Puis là, tu as parlé, est-ce qu'on peut exploiter une relève? Est-ce qu'on peut demander 5 manches à la relève au cours de tous ces matchs-là?
écoute, les Dodgers sont habitués. Ils l'ont fait là, au cours des dernières semaines. Là, Flaherty, Yamamoto, j'imagine qu'on va le pousser davantage au cours des prochains matchs. 5 manches, mais c'était le dernier, donc on n'a pas pris de chance. Mais moi, j'ai l'impression que le pont entre Diaz, qui est très excitant, Diaz, en passant, là. Il rend ça intéressant. Ouais. Entre Diaz et les partants, il risque d'être plus long, puis ça va peut-être coûter cher aux Mets de New York. Moi, parce que, tu sais, les Dodgers, un peu comme les Yankees de New York, c'est peut-être les 3 premiers frappeurs. Le reste est peut-être moins spectaculaire, mais tu as quand même des gars comme Max Muncy, des gars comme Chris Taylor, qui vont faire travailler le lanceur, même s'ils n'ont pas de coup sûr, qui vont prolonger leur présence. Et ça, c'est fatigant dans un personnel de lanceur. Oui, mais c'est pour ça que je donne l'avantage aux Dodgers, pour les raisons que tu viens de mentionner. Mais ce que les Mets ont réussi à faire, les gars, tu sais, un JD Martinez peut arriver de nulle part aussi, puis avoir un gros match. Alors, évidemment, on ne se rend pas en série de championnat par chance. Je pense que les Mets, bon, on était 6e là, dans la Ligue nationale, classé 6, mais on s'entend que dans le dernier droit, c'est une équipe qui était meilleure que les Braves. D'ailleurs, on l'a vu lors du fameux programme double. C'est pour ça que, oui, peut-être qu'on va exploiter cet aspect-là du côté des Mets. D'où l'avantage des Dodgers. Mais c'est pour ça que je dis, on va quand même pousser. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un peu de magie encore qui va se produire du côté des Mets. Il va forcer justement la tenue d'un match 6 ou 7. Bon, c'est temps de se mouiller, Marc. Tu y vas avec... Moi, écoute, je vais y aller avec les Dodgers, mais comme je l'ai mentionné, on va étirer ça. Puis... À chaque fois qu'on fait nos prédictions, puis on dit que la série va à la limite, c'est parce que tu n'es pas trop sûr de ton choix. Là. mais moi, je pense que je vais y aller avec les Dodgers en 7. Et la Ligue américaine? La Ligue américaine, ce sera les Yankees, peut-être plus en 6 qu'en 7. Je pense qu'on va débloquer là, du côté des gars comme Aaron Judge, entre autres choses. On va se faciliter la tâche un peu plus. Bon, je joue avec les mêmes équipes, Marc. Ça va être un classique, j'ai l'impression, cet automne entre les Yankees et les Dodgers à Los Angeles. Mais j'ai l'impression que les deux séries vont être courtes. Ce qui va peut-être avantager les Mets de New York, j'ai hâte de voir. Ils étaient dus pour avoir un long repos. On se souvient de la fin de la saison. Là, on n'a pas eu le repos avant le premier match des séries avec ce programme double contre les Braves d'Atlanta. Moi, j'ai l'impression que ce repos-là va être peut-être bénéfique aux Mets de New York, mais ce ne sera pas assez. Les Dodgers sont trop forts. Moi, j'ai l'impression que les deux vont être en 5. Ouais, dans les deux cas. T'as pas une bonne moyenne jusqu'à maintenant, Alain. Fait que... Non, c'est correct. Mais je t'ai dû. Écoute, les 2 dernières années, on était très bon. Donc, cette année, j'étais peut-être dû. Mais les Padres ont passé proche. Mais je pense que ça explique, Alain, ça explique un peu ce qu'on voit sur le terrain. Tu sais, dans le fond, on peut avoir les deux... Enfin, on peut pas avoir les deux raisons, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas rien de sûr. Autrement dit, là, on a quand même des équipes qui ont des forces, des faiblesses, ça c'est normal, mais c'est pas unanime. Il y a des séries qu'on dit, ben écoute, ça va être les Dodgers assurément ou ça va être les Yankees assurément. Non, tu vas avoir beaucoup de monde qui vont prendre pour les Mets, que la magie des Mets va se poursuivre. Pas certain qu'ils vont en avoir une tonne du côté de Cleveland, mais encore là, ça joue sur le terrain. Et les Yankees qui... On peut pas dire qu'on a eu le gros rouleau compresseur face aux Royals de Kansas City. Non, pas ce à quoi on s'attendait. Bon, Marc, j'ai très hâte de voir en ce qui nous concerne, dis-je, ça va commencer lundi. Bon, c'est le temps de la carte de la semaine qui est présenté par carte-depot.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 14 000 articles disponibles sur eBay. Marc, c'est l'action de grâce au cours du début de la semaine. Et là, la compagnie qui va être en vedette, c'est Mordecai Brown qui est en vedette. La compagnie s'appelle, tiens-toi bien, Turkey Red Cabinet. Et là, on date il y a plus de 100 ans. Ça n'existe plus aujourd'hui. Là. On parle de l'ensemble des années 1910-1911. Mais Turkey Red Cabinet, c'est pas de la volaille. On se spécialise dans le tabac. Les premières cartes, on se rappelle que les cigarettes étaient très impliquées. Et donc... au début, ça fait plus de 100 ans, 1910-1911, 126 cartes au total. C'est 8 pouces par 5 et 3 quarts. C'est à peu près des cartes postales, ça, à peu près. C'est pas mal plus gros qu'une carte normale, oui. Bon, il y avait toutes sortes d'athlètes. Il y avait des boxeurs. La boxe était très populaire au début du siècle. Le baseball aussi, puis d'autres athlètes. Et Three-Finger Brown faisait partie. Qui est Three-Finger Brown? Mordecai, c'est son prénom. C'était une des premières vedettes au début du siècle. C'était un lanceur. Pourquoi Three-Finger? En fait, il y en avait 3,5 des doigts. Un accident de ferme l'a amputé de son index.
et ça a déformé son majeur. De sorte, bon, Marc, tes lanceurs, il y avait une prise qui était très particulière, ce qui faisait probablement faire des choses qui n'étaient pas habituelles à la balle. Et ce qu'on nous a dit, il y avait probablement ce qu'on appelait une courbe à l'envers, ce qu'on a traduit aujourd'hui par la balle tire-bouchon. Moi, je préfère la courbe à l'envers parce que tire-bouchon, c'est la traduction littérale. Marc, on joue avec la prise de la balle. C'est pas farfelu de penser qu'il y avait peut-être un avantage à avoir juste 3 doigts ou 3 doigts et demi pour Mordecai Brown. Ben, écoute, certes, parce que tu regardes plus tard, il y a des changements de vitesse. Je pense rapidement à Éric Gagné qui utilisait le changement de vitesse un peu de cette façon-là. Donc, probablement qu'à l'époque, Alain, effectivement, c'est une balle qui bougeait qu'on n'avait jamais vue, là. Et c'est sûr que ça a probablement été un avantage parce que souvent, bien évidemment, normalement, tu as 5 doigts, donc tu travailles davantage sur les 2 autres. Alors, je suis pas surpris d'entendre ça du tout. Donc, Mordecai Brown, qui est notre joueur vedette, lui, qui était avec les Cubs de Chicago lors de leurs grosses années, qui avait notamment atteint la Série mondiale à plusieurs reprises dans les années 1900 et 1910. Quelques nouvelles qui ont marqué le monde du baseball. Marc, la première, les Twins du Minnesota sont en vente. La famille Pollard, c'est une des plus riches de l'État du Minnesota. Ce ne sera pas facile de trouver un acheteur. Les équipes, ça coûte cher dans le monde d'aujourd'hui. Et ça explique peut-être, Marc, pourquoi on n'a pas été acheteur en cours de saison. Moi, je pense que ça a affecté l'équipe de voir d'autres équipes dans la même section bouger, dont les Royals, qui n'ont pas... Écoute, c'est pas une équipe de gros marché, mais on a bougé du côté des Royals de Kansas City, alors que les Twins sont restés bien tranquilles, alors que c'était des favoris pour remporter le titre de la centrale. Bien, 2 choses à retenir dans ce que tu viens de dire. Premièrement, tout à fait d'accord qu'on n'a pas bougé parce que l'impression qu'on ne voulait pas alourdir, évidemment, la masse salariale. Par contre, on a décidé d'aller public, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà un acheteur en vue, moi. Je pense pas qu'on va... Ben écoute, ça me surprendrait beaucoup qu'on dise « OK, on veut vendre, puis on attend les offres. » Tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on a décidé d'aller de l'avant. Mais Moreno avait utilisé cette tactique-là, puis il a gardé l'équipe. Oui, mais écoute, Moreno, il est spécial. Oui, je suis d'accord. Fait que c'est un autre marché, c'est différent. Je vous dis pas que j'ai la vérité, je fais juste dire que j'ai l'impression qu'il y a quand même déjà des possibilités. Là, on le rend public, ça pourrait s'accélérer. Je pourrais être complètement dans le champ gauche avec ça, mais ça explique effectivement qu'on n'a pas bougé. Et là, Alain, c'est de faire attention parce que lorsque tu as un propriétaire qui annonce une telle nouvelle, il y a de l'insécurité qui s'installe. Et tu veux pas ça. Alors, donc, de le faire en fin de saison, on a tout l'hiver pour s'assurer, rassurer les employés, les joueurs, tout le monde, de dire, regarde, selon moi, c'est un processus. On verra ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Mais écoute, regarde, il y a seulement 30 équipes dans le baseball. Certains vont dire qu'ils auraient aimé ça que ce soit le propriétaire des A's d'Oakland qui vendent, qui sont rendus les A's de Sacramento. Mais tout ça pour dire que, effectivement, c'est la famille la plus riche et je dirais même célèbre de la région. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans ce dossier-là. Bon, là, il y a des équipes qui ont profité à du délestage. Aucune au même rythme que les Marlins. Ce qui m'amène à penser que les Marlins sont à vendre, parce que là, c'est des dizaines de personnes qui ont perdu leur emploi dans l'organisation. On parle près de 70 même, Alain, c'est énorme, là. Regarde, il n'y a pas de stabilité dans cette organisation-là. Derek Jeter, là, quand il a quitté, lui, bon, c'était pas parfait dans ses décisions au baseball, mais au moins, il semblait avoir un plan. Et là, depuis son départ... Il y avait un plan qui avait besoin d'un budget qu'on n'a pas voulu lui donner. Bon, le Kim Inch qui est arrivé en grande pompe, on dit « Wow, les Marlins qui avaient fait les séries, puis là, après ça, on l'a remercié parce qu'elle n'avait pas carte blanche. Là, des employés qui quittent. Tu sais, tu peux pas avoir une bonne équipe sur le terrain s'il n'y a pas de stabilité en haut. Mais écoute, moi, je serais pas mal plus inquiet si les Marlins étaient à vendre que les Twins, par exemple. Là, les Marlins, c'est un marché là, qui n'attire pas, on va se le dire. Un nouveau stade. Il y a beaucoup de gens, de personnes, de latinos qui pourraient venir encourager l'équipe. On le fait pas. C'est plus à risque, moi, selon moi, si jamais c'était le cas. Écoute, un petit mot sur l'autre équipe, la Floride, parce que là, on se trouve sans domicile après le passage de 2 ouragans, dont le dernier particulièrement. Le toit, on n'a pas évalué les dommages encore. On dit que ça va prendre quelques semaines avant juste d'évaluer les dommages. Bon. Alain, rappelle-toi, lorsqu'on parle d'expansion, le commissaire disait quoi? On veut régler le cas
d'Oakland et Tampa Bay. Et là, on risque en 2025, Alain, de voir ces deux équipes-là jouer dans des stades 3. On s'en va à Sacramento pour les 3 prochaines années. Il y a des options, par exemple, à Tampa Bay. Par exemple, le stade des Yankees au camp d'entraînement. Ah oui, on pourrait jouer là. Ben, les Blue Jays ont joué à Buffalo durant la COVID. Ça serait pas impossible de penser ainsi. On s'en ira pas dans une autre ville. Je suis convaincu qu'on s'en ira pas dans une autre ville. On serait vraiment à Tampa à ce moment-là et non à Saint-Pétersbourg. Bon, il y a des solutions, selon moi, à ce niveau-là, mais on va jouer dans un stade beaucoup plus petit. Donc, il y a des options à ce niveau-là, mais je trouve ça ironique quand même de voir que c'était en disant on a finalement peut-être réglé les A's qui s'en vont à Vegas éventuellement. Et là, ben, les Rays qui semblent s'être entendus pour un nouveau stade, mais peut-être qu'on va être pris à jouer dans un stade 3 au cours de la saison 2025. Deux autres organisations ont remercié certains instructeurs. On va commencer par les Diamondbacks de l'Arizona. Marc, dont Brent Strom, que tu as connu, qui est là depuis longtemps, qui bénéficie d'une bonne réputation. On le croyait à la retraite, il est revenu. Je pense pas qu'il revienne. Il est revenu parce qu'il était pas loin de chez lui, là, mais chez les Diamondbacks, il faut dire qu'on n'est pas content du tout du côté des propriétaires. Moi, je serais pas surpris que ça vienne d'en haut, là, de plus haut que le président. Le propriétaire, puis il l'a dit, c'est de ma faute, Jordan Montgomery. C'est moi qui l'ai proposé aux gens de baseball, puis il dit, c'est la pire embauche. Puis on va être prêt avec probablement lors de la prochaine saison. Bon, là, tu parles des Diamondbacks, tu parles des Red Sox. Des Red Sox en prochaine équipe. Mais tu vois, Alain, ce qu'on retient de ça, c'est que c'est pas une personne qui est responsable. Tu vois comment le baseball travaille aujourd'hui. C'est que oui, tu as un instructeur de lanceur, mais tu as un paquet d'instructeurs qui tournent autour, qui gravitent autour. Tout le monde a été remercié. Les Red Sox, c'est à l'attaque. On n'a pas aimé ce qu'on a vu. C'est à l'attaque qu'on a décidé de faire un peu de ménage, changer un peu. Tu sais, alors, tu n'as pas juste un instructeur des frappeurs. C'est un groupe, c'est une équipe. Il y a une philosophie là-dedans qu'on veut, de toute évidence, modifier, changer. Alors, c'est pour ça que ce sont souvent des congédiements en groupe. T'sais, là, on veut changer complètement, j'imagine, la manière de penser, la manière de... Tu sais, parce que c'est plus juste un instructeur de frappeur, par exemple, qui est au niveau mécanique. C'est un style, c'est une manière de faire, une manière de penser, une manière d'agir en équipe. Alors, c'est là qu'on veut changer. C'est là qu'on s'est dit, ça a été... Autant chez les Diamondbacks au niveau des lanceurs, par exemple, pour d'autres organisations, c'est d'autres. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, c'est souvent en groupe qu'on effectue des congédiements. Je ne sais pas jusqu'à quel point Alex Cora peut avoir eu son mot à dire dans les changements chez sûrement, les Red Sox de Boston, parce que là, tant qu'on n'était pas certain qu'il était pour revenir, c'était difficile. Bon, les Red Sox n'étaient pas dans une très, très bonne saison. J'imagine qu'on a discuté de ça après l'embauche ou durant le processus de réembauche d'Alex Cora. C'est clair, parce que écoute, tu donnes pas une extension ou 3 années à ton gérant sans qu'il n'y ait pas une discussion sur qui va, c'est quoi le problème. Alors, c'est certain que le gérant est impliqué là-dedans. Sinon, congédie ton gérant tout de suite, puis tu comprends. Il faut que tout le monde soit d'accord. Alain, on parle beaucoup de statistiques avancées, de département de statistiques avancées. C'est la même affaire. Si à un moment donné, tu es un gérant, puis tu as un département de statistiques avancées qui est énorme, tu ne l'utilises pas, ça va gratter quelque part. Là, alors, il faut s'entendre, il faut avoir une bonne philosophie, parce que cette philosophie-là, il ne faut pas l'oublier. Elle déteint surtout le reste de l'organisation. Tu sais, ce que tu fais en haut, là, souvent, là, si on dit, on va agir de telle manière, on va appeler le coach au 3A, on va appeler le coach au 2A, puis le gérant, puis on va leur dire, hey, les gars, l'organisation des Red Sox cette année, on fait telle chose. Tu sais, je veux dire, chaque organisation, je me souviens, Michel Laplante me dit, les Pirates de Pittsburgh, lorsqu'il était avec les Pirates, on lance à l'intérieur à 2 prises. Mais c'est toute l'organisation là, qui disait, à 2 prises, là, on lance des tirs au coin intérieur. Alors, c'est un exemple qui est banal, mais c'est comme ça, parfois, qu'on veut agir, qu'on veut former des jeunes. Alors, ce qui se passe en haut va découler sur le reste de l'organisation. Oui, mais ce sera intéressant à suivre, là, la suite des choses. Et on ne pourra pas constater tout de suite le changement philosophique des deux organisations. Là. Ça va prendre quelques années là, avant de voir comment ça va se passer. Du côté des Red Sox, on aura l'occasion, une fois que la saison sera terminée, de voir où on s'en va, parce qu'il y aura des décisions à prendre là, de ce côté-là. Mais je pense qu'on ne regardera pas passer la parade en cours de l'entre-saison chez les Red Sox. Là.
Non. Bon, c'est le temps de vous présenter maintenant les matchs de la semaine présentés par la boutique des fans. C'est votre boutique de cartes sportives et d'objets de collection à Hawkesbury, en plus de vous offrir des cartes Pokémon Magic the Gathering et des figurines Funko Pop. Donc, lundi et mardi, à compter de 19h30, ce sera RDS 2 lundi, RDS mardi. Par la suite, journée de congé mercredi, jeudi, vendredi. On vous invite à consulter votre horaire. Évidemment, sur votre téléphone, votre ordinateur. Je ne sais pas si, Marc, tu consultes encore ton télé-horaire sur papier, là. Mais non, un petit peu moins. Un peu moins qu'auparavant. Donc, on vous invite à nous regarder pour la prochaine série Yankees contre les Guardians de Cleveland à compter de ce lundi. On va se revoir, nous, tout juste avant la série mondiale, lorsqu'on connaîtra l'identité des représentants des ligues nationales et américaines. Yankees contre Dodgers, Alain? Ben, c'est notre prédiction à tous deux. On sera pas mal pris, peu importe qui va se retrouver. L'équipe qui va se retrouver en série mondiale, d'un côté comme de l'autre, va être en pleine confiance. On vous souhaite du bon baseball, tout le monde. À très bientôt. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.